Comme tout le monde, on en parle un petit peu tout le temps, alors cette fois-ci on va essayer d'être le plus clair et concret possible, on va parler d'IA générative. Quel impact ça a sur la production de contenu et même sur la relation agence-annonceur? Pour ça j'en ai parlé aujourd'hui avec Jean et Stéphanie. Vous écoutez UV, le podcast qui connecte les marques à notre époque. Hello Stéphanie, hello Jean. Salut. Bonjour Thomas. Vous allez bien? Ouais. Ça va pas mal. Bon, bien moi aussi. Stéphanie, tu es directrice de l'agence. Tu étais passée par ici il n'y a pas si longtemps que ça pour parler de la relation agence-annonceur. Tout à fait. Ça tombe bien, on va en reparler aujourd'hui. Mhm. Et Jean, bienvenue. Tu es directeur de l'innovation et de la transformation au niveau du groupe, à l'échelle au-dessus. Et on va en parler également, ça va être pleinement le sujet d'aujourd'hui. On va parler d'IA générative, un sujet dont à première vue on parle beaucoup trop. D'ailleurs même ici, quand on ne veut pas en parler, on se rend compte que tous les UV terminent par parler d'IA générative. Il n'y a rien à faire. On en parle tout le temps. On en parle aussi beaucoup à l'agence et on fait aussi beaucoup de choses à l'agence, Stéphanie. Est-ce que peut-être d'abord tu veux revenir justement sur comment cette révolution est apparue et quelle place ça prend là aujourd'hui, début 2025? Eh bien, je vais essayer de partager ça. Donc, effectivement, l'IA à l'agence, ça arrive en 2023. Et en 2023, on décide d'acculturer, de former et d'équiper les équipes de l'agence. Donc, ça commence évidemment par ça. Et aujourd'hui, l'IA, elle est parfaitement intégrée dans le quotidien de l'ensemble des collaborateurs. Et on a, on va dire, deux grands usages. Le premier, c'est nous aider finalement à toujours mieux faire percevoir l'intention de nos projets. Donc, notamment, ça passe par l'utilisation de l'IA en avant-vente pour faire comprendre nos intentions créatives. Et puis, le deuxième point, c'est utiliser l'IA pour produire différents assets, que ce soit des assets, on va dire, print, audio, vidéo. Et surtout quand il y en a beaucoup, puisque avec l'IA, on a une capacité à décliner pas mal de formats. C'est en effet de ça dont on va pas mal parler ensuite côté contenu. Ça nous amène aussi à faire pas mal de choses avec nos clients. Ouais, tout à fait. Finalement, alors à la fois dans une logique de production, un peu de test, mais même aussi de nouvelles manières de bosser. Bon, ça c'est culturel chez The Lynx. On aime bien embarquer nos clients dans ce qu'on fait. Donc en fait, ces expérimentations qu'on mène depuis 2023 à l'agence, on a eu envie évidemment de faire participer nos clients. Donc ça passe par le fait de partager nos expérimentations avec les clients, mais aussi de les accompagner dans l'acculturation, dans la formation, dans le fait de concevoir des ateliers créatifs qui leur permettent de toucher du doigt l'ensemble des IA, mais aussi de repérer les cas d'usage dans leur processus métier, puisque c'est de ça dont il est question. Donc oui, on aime bien partager notre terrain de jeu et ce que l'on fait avec nos clients, et ça, sur un peu tous les sujets, l'IA s'y prête particulièrement bien. Complètement. Pour ça, d'ailleurs, on est très content de t'avoir, Jean, alors au groupe, mais de retour, parce qu'en fait, tu as été aussi à un moment directeur du digital au sein de l'agence The Lynx. Aujourd'hui, ton périmètre, depuis ton retour, s'est élargi. C'est quoi un peu les ambitions là maintenant pour toi, justement, pour accompagner cette transformation et de l'agence, et du groupe, et surtout de nos clients? Oui, donc moi j'ai fait mes armes en tant que directeur digital pendant 20 ans en agence. Et là, je reviens en tant que directeur de l'innovation transversale au niveau du groupe The Lynx. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement digitaliser beaucoup, que ce soit les métiers, les processus métiers ou directement les offres, puisque ces nouvelles technologies amènent aussi beaucoup de possibilités dans ce registre-là. Donc j'interviens sur les 4 métiers du groupe, et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup, parce que c'est un terrain de jeu qui est très large, puisque les cas d'usage autour des 4 structures sont extrêmement éclectiques. Et on va avoir beaucoup de technicité avec beaucoup de manipulation de data dans les métiers de MOAI, donc l'Institut d'études, ou de tête-à-tête, la relation client, puisque aujourd'hui, chez tête-à-tête, tous les appels sont retranscrits. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là? Donc, beaucoup de technicité de data sur ces 2 métiers-là. Et après, les métiers autour de la communication chez The Lynx et de Coans, la partie conseil, on va être plutôt sur comment valoriser l'expertise humaine, comment placer l'IA au bon endroit pour amener de la valeur auprès des clients. Ouais. Et là-dessus, il y a plein de cas d'usage, il y a plein de choses qu'on expérimente à plein de niveaux côté agence. Il y en a un plus particulièrement sur lequel l'agence a accéléré, et sur lequel, il faut bien le dire, d'ailleurs, sans doute pas que l'agence qui a accéléré, c'est sur la production de contenu.
donc le sujet sur lequel qui va un peu plus nous intéresser aujourd'hui, pour lequel l'IA est d'autant plus une révolution, ou peut-être plus une révolution à court terme. En tout cas, les choses sont très concrètes aujourd'hui. Pourquoi ce choix-là, Stéphanie ? Tout part d'un constat. En fait, les marques, au-delà, on va dire, de leur grand temps fort de communication, ont besoin de plus en plus de contenu pour nourrir leur positionnement et leurs promesses. Et donc, face à cette multitude de contenus avec, on va dire, multiforme, finalement, on se retrouve avec un vrai patrimoine de contenu à gérer pour la marque. Et donc, ça nous a semblé intéressant de démarrer par ce sujet, qu'est le contenu et la stratégie de contenu, parce qu'il est chronophage en ressources et en temps. Et donc, l'IA, là, peut vraiment aider à dégager des marges de manœuvre pour les annonceurs et pour les agences, pour mieux réinvestir quelque part peut-être sur des activations ou des expériences qui elles-mêmes peuvent faire, on va dire, appel à l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on sentait bien la limite un petit peu de production que pouvait avoir l'agence, mais en réalité pas que l'agence, sur le besoin de démultiplication, d'être sur tous les canaux, et ceci dit de rester cohérent. Ce qui fait qu'on a toujours eu ce rôle d'être vraiment garant d'une stratégie éditoriale et d'une stratégie de marque, et avec la difficulté d'aller au bout. C'est pour ça que le terme révolution est pas forcément, correspond pas forcément à la réalité, parce que finalement, aujourd'hui, on se retrouve à repenser le contenu à travers l'IA, mais en fait, ça fait 10 ans qu'on est dans une logique d'obésité de l'information avec Internet. Cette course, on va dire, aux différents formats, au contenu à publier tous les jours de manière journalière et ainsi de suite. En fait, voilà, l'IA arrive sur, on va dire, un contexte qui est déjà très favorable avec cette logique de volume. Et évidemment, les modèles de langage qui produisent du texte, les gens se sont dit, tiens, c'est l'opportunité de répondre à cette problématique industrielle en y passant moins de temps. Et ça, c'est un réflexe, on va dire, opportuniste. Mais derrière la production de contenu via l'IA, il y a une complexité en fait qui se cache, et il y a, je pense, pas mal de gens qui se sont cassés les dents sur ce sujet-là. Mais on le voit, je trouve, en plus un petit peu pas cette déception, mais quand même, tu as le côté courbe de hype qui fait qu'au bout d'un moment, les gens ils ont vraiment testé l'IA et ont vu, ou en tout cas ont vu un potentiel peut-être plus faible que ce qu'ils pensaient, sans doute grandement à cause d'un mauvais usage, en fait, en réalité. Comment on fait, nous, justement, pour essayer de lever un petit peu ces freins, un petit peu ces attentes aussi, d'ailleurs, parfois, qui sont un peu hors sol? En fait, quand on arrive sur ChatGPT, le premier réflexe, c'est tiens, rédige-moi un mail, rédige-moi un article, rédige-moi un post LinkedIn. Et on est bluffé la première fois. Par contre, quand on prend le temps de lire ce qu'il a écrit, on se dit, finalement, je peux pas prendre le truc tel quel. Pourquoi ? Parce que dans un contexte professionnel, on a un besoin de contrôle sur ce qui sort de l'IA. Et ce besoin de contrôle, en fait, il nous oblige à être très pointus dans nos instructions. Il nous demande d'être exigeants sur les informations qu'on donne à l'IA pour espérer avoir du contenu qualitatif. Ouais. Donc les gens qui espéraient en fait avoir une solution magique, une baguette magique pour produire du contenu, ils se sont dit mince, en fait, il va falloir quand même que, même si c'est l'IA qui bosse pour la rédaction, il va falloir que je fasse des efforts pour la briefer correctement. C'était le gros apprentissage de ta formation, donc fin 2023, le moment où on commence à en parler, en effet, de à la fois c'est génial et en même temps, ah oui d'accord, mais c'est parce que c'est pas aussi simple que ça non plus. Ouais. Alors je pense qu'on peut rester optimiste quand même sur le sujet, en se disant que effectivement ça va dégager du temps, peut-être de la ressource, mais que ça va permettre de se reposer des bonnes questions de comment je gère mon patrimoine de contenu, comment je l'organise, quelle est ma stratégie éditoriale, et de garder finalement ce qu'on a tous en termes de valeur ajoutée, nous, agence conseil, finalement, peut-être un peu en amont pour définir tout ça, et annonceurs sur le fait d'avoir un regard critique sur ce qui est produit par l'IA et quelque part de s'en servir comme un brouillon sur lequel on itère en permanence pour obtenir quelque chose de correct. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de se dire que l'IA peut aussi, si on délègue bien, si on organise bien les choses, nous aider à gagner du temps derrière pour faire réellement notre métier, quoi. Je trouve que la mise en tension, en effet, qui est très vraie, c'est celle de gain de temps et de délégation d'un côté,
et du besoin de contrôle que tu évoquais, Jean, où en effet, il y a un bon équilibre ici à trouver. Alors comment nous, on a réussi à avancer sur la production de contenu, justement, pour avoir un peu juste équilibre, avoir un peu le meilleur des deux mondes et éviter le côté de très bien produire le contenu à ma place, où finalement on se rend compte que la qualité n'est pas au rendez-vous. Comment on fait pour dépasser un petit peu ce premier stade sans doute de rencontre avec l'IA? Il y a une montée en compétence sur ce qu'on appelle le prompting, la capacité à instruire l'IA. Donc les gens qui ont vraiment travaillé sérieusement sur ces outils-là, ils sont montés en compétence et ils savent aussi mieux comprendre comment fonctionnent ces outils, les limites. On parle beaucoup des hallucinations ou des biais de l'IA. Voilà, comment on contourne ça. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour prompter, il faut y passer du temps parce qu'il y a ce que moi j'appelle le calibrage. C'est-à-dire que quand on a fait un prompt, on va passer des heures à faire des essais-erreurs jusqu'à obtenir quelque chose qui est satisfaisant. Et après, ça dépend de nos niveaux d'exigence. Donc, est-ce que je veux d'un prompt une qualité qui soit à 80%, 90%, 60% de ce que j'attends d'elle? Voilà, c'est toute l'exigence que chaque individu met derrière cette utilisation de l'outil. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que les éditeurs de solutions d'IA ont aussi favorisé des fonctionnalités de contrôle. C'est-à-dire que quand ChatGPT est sorti, c'était un peu le truc brut. Quand Midjourney est sorti, c'est pareil, c'était un outil de génération d'images. Il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour avoir du contrôle sur la génération. Ces outils-là ont bien compris l'enjeu des professionnels, donc rajoutent des fonctionnalités. Donc si je prends un exemple, par exemple, sur Midjourney, pour avoir de la cohérence de personnages entre deux générations, c'était très compliqué dans les premières versions. Ils ont rajouté des fonctionnalités qui permettent de donner en entrée de la matière réelle, donc une image par exemple, pour pouvoir générer une image avec un personnage similaire. Et donc on va avoir un petit peu cette logique d'injection du réel dans les générations, grâce soit à des techniques assez simples comme j'écris un prompt mais je vais mettre du contexte, je vais mettre des exemples de ce que j'attends à la sortie. Donc ça c'est une logique de contrôle aussi sur ce qui va sortir. Et autrement c'est fournir certains outils, notamment on peut parler de NotebookLM, qui est un outil de Google, ou si on reste chez OpenAI, les assistants depuis le Playground, qui permettent de fournir en fait du contenu PDF et ainsi de suite pour guider la génération. On est vraiment dans cette logique où je vais injecter du réel dans ces outils-là pour espérer avoir un contenu qui soit réellement exploitable. Donc on n'est plus du tout sur l'IA qui se base sur, on va dire, ses connaissances par défaut, mais on est plutôt sur... nous, en tant que professionnels, on lui donne la matière, on lui donne le cadre pour que la génération se fasse dans un contrôle plus précis. Et si on parle de contenu éditorial, c'est comment je donne une charte éditoriale à l'IA, comment je lui donne de la matière sur un historique de production de contenu d'une marque pour que la génération se fasse dans un cadre où j'ai la parfaite maîtrise de la tonalité, aussi du contenu intrinsèque, c'est-à-dire que si je dois écrire un article technique sur des fenêtres, par exemple, je vais pas lui dire « base-toi sur tes connaissances génériques ». Je vais lui donner un document avec la réglementation française et je vais lui demander de faire de l'éditorial sur cette base de contenu. Ouais. Je trouve que ça nous permet vraiment de dépasser la première étape de « il faut trouver le bon prompt » qui serait une espèce de formule magique où on arriverait à tout résoudre, pour amener plus de contexte, pour aussi amener plus d'éléments qui sont finalement assez centraux, nous, en tant qu'agence de communication, des chartes éditoriales, des chartes graphiques, ramener des plateformes de marque, enfin des éléments qui vont pouvoir aussi permettre de guider et de créer une forme de cohérence. Tu parlais pour ça d'ailleurs, Stéphanie, de patrimoine de contenu, et en effet, je trouve que c'est quelque chose qui permet de comprendre aussi que qu'on sort d'une logique juste de création one-shot et qu'on pense les choses de manière plus globale. Tout à fait, et puis réfléchir en écosystème de contenu. Pour que véritablement on ne teste pas la création de contenu l'un après l'autre sur différentes solutions IA, mais qu'on raisonne bien patrimoine de contenu et écosystème pour profiter vraiment de toutes les capacités de l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment cette volonté quelque part. On a remis à plat tous les processus métiers. On a intégré tous nos savoir-faire, autant sur le conseil stratégique de marque que sur le conseil stratégie en matière de stratégie de contenu. Et c'est bien à travers ce processus métier qu'on a décidé d'intégrer l'IA à certaines étapes. Donc en fait, ces expérimentations, ça fait quand même quelques mois qu'on les mène. Et aujourd'hui,
on a vraiment envie d'aider les annonceurs à réfléchir patrimoine et écosystème de contenu. Ouais. L'idée étant donc d'arrêter, d'être dans une logique aussi juste de chacun a son outil, parce qu'on voit bien aussi quand même ce qu'on voit chez ceux par quoi on a commencé, mais c'est-à-dire de vouloir équiper avec des solutions, souvent ChatGPT mais ou autres, un petit peu chaque individu, et que finalement, certes chacun avance, mais un petit peu dans son coin, un peu cloisonné. chacun dans son canal, alors, ce qui permet pas forcément cette logique d'écosystème que tu évoquais. Là, l'idée, j'imagine, étant d'aller vers une nouvelle forme, un peu de nouveaux équilibres, un peu de nouvelles relations. C'est quoi la vision cible que tu as en tête ? La relation, une nouvelle relation autour de ces stratégies de contenu une relation tripartite entre l'agence, l'annonceur et l'IA. Chacun ayant sa place, son rôle, chacun étant concentré sur sa valeur ajoutée de communicant. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment, en toute transparence, de travailler autour de ces plateformes et d'écosystèmes de contenu. Tu l'as dit, l'idée étant, il y a une logique de plateforme, sans doute, qui va venir se rajouter. Est-ce que concrètement, du coup, quelle forme aujourd'hui ça prendrait, donc cette production de contenu qui passe par un nouveau trio agence-annonceur IA ? Alors, ça fait partie des projets qu'on a sur la table au niveau du groupe. Donc, chaque métier a différents projets structurants pour notamment 2025 en termes d'exploitation des nouveaux moyens mis à disposition par l'IA générative. Au niveau de The Links, on a un projet de plateforme autour de la production de contenu. Alors, dit comme ça, c'est vraiment réducteur. En fait, on est parti du constat que entre une utilisation standard de ChatGPT pour générer du contenu et aujourd'hui, après 2 ans d'expérimentation, ce qu'on pouvait faire, il y a une différence abyssale en termes de qualité de production. Donc on s'est dit, ce serait bien de pouvoir faire profiter aux annonceurs de cette expertise qu'on a agrégée en fait, pendant 2 ans d'expérimentation. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer aux annonceurs une plateforme pour centraliser l'ensemble des contenus de la marque. Cette plateforme, ça c'est le niveau 1. Les contenus seront présents sur cette plateforme, les différents formats de contenu, donc ça peut être du texte, ça peut être des articles, des posts, ça peut être des vidéos, ça peut être des reels, ça peut être pourquoi pas des podcasts en version MP3. L'objectif, c'est de pouvoir centraliser ces contenus-là et de pouvoir y agréger autour un certain nombre de données qui vont servir à la génération des nouveaux contenus à venir. Donc on est vraiment dans une logique auto-apprenante où les contenus qui sont installés sur cette plateforme-là et créés avec cette plateforme-là vont permettre d'affiner un modèle dans un cadre donné. Alors on s'est posé la question, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle du pied en proposant ce genre d'outil ? Mais en fait, on l'a pensé de manière à ce que la valeur ajoutée de l'agence reste la même. C'est-à-dire que quand on va déployer ce genre d'outil pour un annonceur, la première étape, c'est une étape de setup. Et ce setup-là, c'est ni plus ni moins qu'une stratégie éditoriale avec une méthodologie qui est celle qu'on utilise depuis des années, mais réappliquée dans une plateforme structurée. Donc on garde la brique conseil, on garde la brique, on va dire, de garant de la charte éditoriale, des directions éditoriales qu'on veut donner aux différents contenus de marque. Mais par contre, on va donner de l'autonomie aux annonceurs à travers cet outil-là, que ce soit pour utiliser l'IA pour générer certains brouillons de contenu, ou aussi potentiellement aussi générer différents formats visuels comme des images ou demain des vidéos. Ouais. Puis on l'évoquait, l'enjeu est jamais de tout automatiser, c'est aussi de garder quand même des étapes et de contrôle où et l'annonceur et l'agence peuvent rester garantes. Là, il n'y a vraiment pas d'automatisation 100%. Il y a des étapes de transformation des contenus. L'IA générative, c'est une technologie qui transforme. Je lui donne un contenu en entrée, elle va le transformer dans un nouveau format. Donc je lui donne du texte, elle va transformer ça en texte, mais dans une nouvelle forme, c'est sa réponse. Et c'est valable pour l'ensemble des IA génératives. Là, l'idée, c'est de pouvoir appliquer ces transformations sur certains contenus, à certaines étapes du processus, de manière à avoir, on va dire, un gain de temps sur certaines rédactions, mais aussi potentiellement la possibilité pour des équipes qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources, d'avoir une certaine cohérence entre les prises de parole, entre les traitements graphiques. Ça amène déjà un cadre qui était difficilement accessible pour les gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens. Oui, alors justement, je trouve que ça peut donner d'autant plus de place et d'importance
au conseil, à la stratégie en amont, là, notamment pour des équipes, mais en réalité, je crois, pour toutes les équipes, qui auraient tendance forcément à être perdues dans l'opérationnel et dans la réalisation du fait de tenir le rythme d'un calendrier éditorial. Je trouve que ça peut permettre à chacun et de reprendre un peu de temps pour se poser les bonnes questions sur réellement qu'est-ce qui sert une stratégie. Et puis, tu l'évoquais, Stéphanie, aussi laisser du temps pour faire d'autres choses. Oui, oui, tout à fait. Enfin, on va dire que l'IA, c'est une nouvelle accélération de la transformation de nos métiers. Pas la première ni la dernière. Et que à travers ce qu'on a envie de mettre en place en 2025 avec les marques qu'on accompagne, c'est aussi le moyen de dégager, encore une fois, des ressources, des moyens pour faire notre métier, qui est celui de trouver des solutions créatives qui ont un impact sur l'image ou sur le business. Et de ce point de vue-là, l'IA sera sans doute aussi très intéressante, puisqu'elle permet de travailler des expériences de marque extrêmement personnalisées sur des médias, que ce soit l'audio ou la vidéo, qui sont assez puissantes en termes de personnalisation. Donc c'est toujours un très juste équilibre, comme tu le disais tout à l'heure, Thomas. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. On a envie d'industrialiser peut-être certaines choses pour pouvoir dégager plus de temps à continuer à faire notre métier de création. C'est pourquoi je vous annonce que tout ce podcast a été créé par Eleven Labs et on est absolument... Non, ça pour le coup, on le garde quand même pour de vrai encore un petit moment, le podcast UV. Mais ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain, on le sait. Les choses avancent très très vite. C'est pour ça qu'on sera très content sans doute de reparler ce sujet courant 2025, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur ces sujets. On viendra en parler plus concrètement avec plaisir avec Jean. Très bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Jean, merci beaucoup Stéphanie. Merci Thomas. Merci.